Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako, 19h à New Delhi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition, la deuxième de Mali Actualité. Au micro, Fatou Djabi qui signe son retour après 2 semaines d'absence. Bonjour. Bonjour Broma Traoré, plaisir pour moi de vous retrouver et le dieu du jeudi reprend ses droits, le titre. La communauté musulmane du Mali observe depuis 2 jours le Ramadan, ce 4e pilier de l'islam, se divise en 3 décades. Chacune d'elles a une signification spirituelle particulière. Explication en début de cette édition. Au-delà de sa portée religieuse, le Ramadan est perçu comme un mois de grande consommation, de quoi mettre à rude épreuve l'équilibre du budget familial. Nous avons fait un tour au marché, le constat à suivre. Le secrétaire général de l'ONU prend la parole au sommet mondial sur l'intelligence artificielle en Inde. Antonio Guterres affirme que l'avenir de l'IA ne peut être laissé aux caprices de quelques milliardaires. Le Conseil de paix de Donald Trump se réunit ce jeudi à Washington pour une session inaugurale. Un conseil conçu à l'origine pour la reconstruction de la bande de Gaza, mais ambitionne désormais de résoudre les conflits armés dans le monde. La Russie entreprend des exercices militaires conjoints avec l'Iran. Dans la foulée, Téhéran annonce la fermeture temporaire d'une partie du détroit d'Ormuz, l'une des voies maritimes les plus importantes au monde. En sport, l'USFAS affronte cet après-midi le stade malien au compte de la 10e journée du championnat national de Ligue 1 en retard. La leçon du sport de ce jeudi porte sur les arbitres de basketball. La chronique judiciaire de ce jeudi nous amène à la découverte de la Direction générale des marchés publics et des délégations de services publics. La structure veille au respect des procédures et à la transparence dans l'attribution des contrats de l'État et des collectivités. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, en vous espérant en santé, très heureuse de vous retrouver. Bonjour et bienvenue aux informations. Je le disais au sommaire, nous observons ce jeudi le 2e jour du Ramadan, un mois de dévotion intense, de prière accrue et de rapprochement de son Créateur. Le mois sacré se divise en 3 décades. Oui, chaque décade a une signification spirituelle particulière, centrée sur la miséricorde et le pardon. Pour en savoir plus, notre reporter Draman Sanoko est allé à la rencontre des spécialistes. Explication. Oui, mais ces derniers constituent des étapes auxquelles les génères doivent se conformer pendant ce mois sacré. Il s'agit de 3 rendez-vous avec soi-même. La miséricorde, le pardon et l'affranchissement, qu'on appelle les décades. Chaque période porte une promesse, un effort et une transformation. Amidou Diallo est imam. Les pratiques religieuses qu'on recommande durant cette période, ce sont les prières, les invocations, les aumônes, surtout la lecture du Coran, parce que le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan. Puis les prières nocturnes, on constate que les mosquées sont pleines maintenant à travers la prière de Tarawih, communément appelée les 17 rakas. Donc il faut beaucoup en profiter pour faire les invocations, tout surtout donner de l'aumône, donner la rupture à son prochain, tu as la récompense de son jeûne, sans que ses bienfaits de ces derniers ne soient diminués. Après une première décade marquée par la miséricorde et l'endurance spirituelle, le Ramadan entre dans sa 2e étape, celle du pardon et du repentir. Un moment où chaque génère est appelé à la prière sincère et à la quête du pardon divin. Amidou Diallo. 2e décade du mois de Ramadan consiste à la maghfira, consiste au pardon d'Allah. Dieu va pardonner ses serviteurs. Il y a des savants qui disent que chaque nuit, Dieu va pardonner minimum 70 000 de ses serviteurs. C'est une chance. Pratique qu'on recommande, c'est de dire beaucoup de fois Astaghfirullah. C'est de demander pardon à Allah. Et surtout se repentir. Le mois de Ramadan, c'est un moment idéal pour se repentir et se diriger vers le Tout-Puissant Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. La 3e décade est la période la plus importante du mois de Ramadan.
celle des cœurs apaisés, des prières prolongées et de cette quête silencieuse presque secrète, où chaque génère espère croiser, dans la ferveur des nuits, l'instant le plus précieux de toute une année spirituelle. Amidou Diallo. Troisième décade du mois de Ramadan consiste à être comme minanar. Dieu va gracier ses serviteurs le moment opportun d'avoir le paradis. Laylatul Qadr coïncide à la 27e nuit du mois de Ramadan. Laylatul Qadr, c'est une nuit qui a une valeur d'une adoration de plus de 83 ans et 4 mois d'adoration. Les pratiques religieuses recommandées durant cette période, c'est surtout la lecture du Coran et la prière nocturne, comme on appelle la tahajjud, en Bambara on appelle Jojan Seli. 30 jours d'efforts, de foi et de solidarité qui laissent, bien au-delà du jeûne, l'empreinte d'une transformation intérieure preuve que le Ramadan ne se termine pas, il se prolonge dans nos actes. Oui, le Ramadan se prolonge dans nos actes afin de nous faire de bons musulmans. Au-delà de sa portée religieuse, ce mois béni est perçu comme celui de la grande consommation. Dans les marchés, les étals sont bien garnis et chacun tente autant bien que mal de s'approvisionner afin d'assurer le repas de la rupture. Derrière cette ambiance se cache une réelle inquiétude, comme nous explique Maïmouna Guindo. Au marché, dans les concessions, cette période ne rime pas seulement avec prière, spiritualité et partage, mais aussi avec une forte pression financière sur les ménages. Pour de nombreux chefs de famille, c'est le début d'une véritable course contre la montre, entre la hausse des prix des denrées alimentaires et la course effrénée à la recherche des besoins de la famille pour assurer les repas du souhour et de rupture devient un casse-tête quotidien. Un mois censé apaiser les cœurs, mais qui met souvent les budgets familiaux à rude épreuve, donnant ainsi des cheveux blancs aux chefs de famille. Omar Traoré, technicien. On s'attend tous à une augmentation des prix des denrées alimentaires, ce qui met à mal notre budget mensuel. Parfois, les prix doublent et cela pèse lourdement sur nos poches. Mes priorités sont d'abord des produits de première nécessité, comme les mil, les riz, le lait et le sucre. Pour certains, le Ramadan est souvent source de stress et pour faire face, ils doivent faire preuve d'ingéniosité pour maintenir l'équilibre. Chekne Koulibaly, menuisier métallique. Nous ressentons une énorme pression pour subvenir aux besoins de nos proches, notamment pour les souhour ou soukouri et l'iftar ou sunakari. On se débrouille pour acheter un sac de riz, de mil, de sucre et un bidon d'huile. Une fois le nécessaire acheté, on essaie de survivre avec le peu d'argent qui reste jusqu'à la fin du mois. Face à cette réalité, chacun développe ses propres stratégies d'adaptation. L'essentiel reste de faire avec les moyens disponibles sans céder à la pression sociale. Madou Diallo, blanchisseur. Nous sommes considérés comme les principaux pourvoyeurs, donc nous devons adopter des stratégies d'adaptation. Il y a ceux qui gagnent un peu plus et d'autres un peu moins. Alors, chacun fait avec ses moyens. Je prépare le Ramadan avec les moyens de bord. Si j'ai les moyens de faire une salade pour la rupture, toute la famille en profitera. Madou Traoré, chef de famille. Il ne s'agit pas de se référer sur d'autres parce que telle personne a fait tel sunakari chez lui, je vais faire autant chez moi. Ce n'est pas demandé. Ce qui est plus nécessaire pour moi, c'est le sucre, le gingembre qu'il faut pour le début et la coupure du Ramadan. Les hommes ne sont pas les seuls à s'inquiéter de la situation. Les ménagères aussi s'adaptent avec des menus et une gestion du budget en faisant preuve de créativité pour maintenir l'équilibre. Traoré Fatoumata Koulibaly, ménagère. Les prix des légumes, de la viande et des produits de base pour la cuisine ont beaucoup augmenté ces derniers temps. Malgré cela, une femme trouve toujours des solutions. Soit on simplifie le menu, soit on a recours à l'endettement pour préparer un bon repas de temps en temps. Malgré les défis financiers et les contraintes du quotidien, le Ramadan reste avant tout un moment de partage, de solidarité et de patience. Entre débrouille et créativité, les familles continuent de célébrer ce mois sacré, rappelant que la foi et l'unité peuvent triompher des difficultés.
À 13h, passé de 10 minutes, voyons ce qui fait la une hors de nos frontières. Au Nigeria, l'explosion dans une mine dans l'état de Plateau fait 38 morts et 27 blessés transportés d'urgence à l'hôpital. À l'origine, une fuite de gaz et du monoxyde de carbone qui s'est répandue dans les tunnels souterrains mal ventilés. Les mineurs de une trentaine âgés de 20 à 35 ans se trouvaient au fond du puits. Leur mort serait due à l'inhalation de ce gaz toxique selon un rapport confidentiel. Pour faire toute la lumière sur la circonstance de cette catastrophe, le ministre de l'Environnement a diligenté une enquête. Toutes les activités minières sont suspendues dans la zone Brahma Traoré. Oui, Fatou Djabi, en attendant d'y voir clair, depuis mardi, les Gabonais n'ont plus accès aux réseaux sociaux. Ils ont été suspendus par la haute autorité de la communication jusqu'à nouvel ordre. Pour l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilimézé, cette décision constitue une violation de la Constitution. De son côté, l'opposition appelle les Gabonais à se mobiliser à bloquer ce qu'elle appelle un excès destructeur de liberté. Au même moment, en Afrique du Sud, le ministre par intérim de la police confirme au Parlement le déploiement d'ici à 10 jours de l'armée pour lutter contre la criminalité. Une mesure évoquée le 12 février dernier par le président Cyril Ramaphosa dans son adresse à la nation. Avec ce déploiement de l'armée, le gouvernement dit vouloir soutenir la police dépassée par la violence des gangs et l'exploitation minière illégale. Selon des statistiques officielles, en Afrique du Sud, environ 60 personnes décèdent par jour à cause notamment des affrontements entre gangs pour le contrôle de points de vente de drogue. Oui, si l'Afrique du Sud prend des mesures contre l'insécurité, au Soudan du Sud, on est beaucoup plus préoccupé par une pénurie alimentaire qui s'aggrave. Les services humanitaires déplorent des provisions qui s'amenuisent et indiquent qu'environ 825 000 personnes sont menacées de malnutrition aiguë dans 3 États du pays. Du Soudan du Sud, rendons-nous au Malawi où la police est à la recherche de 9 personnes soupçonnées d'avoir utilisé un corbillard pour transporter illégalement du charbon de bois. Les suspects se seraient échappés après avoir été brièvement placés en détention. Selon les autorités malawites, une trentaine de sacs de charbon de bois ont été découverts sous un cercueil vide d'une valeur estimée à environ $1 700. Les suspects pourraient être poursuivis pour détention et transport illégaux de produits forestiers, des infractions passibles de peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans ou d'amende. Oui, Fatou Djabi, en attendant de trouver les fugitifs, la Grèce travaille avec l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche et le Danemark à la création des centres de renvoi pour migrants déboutés du droit d'asile. Ces centres seraient destinés aux migrants dont la demande d'asile a été rejetée et dont le pays d'origine refuse le rapatriement. Selon Athènes, le mécanisme aurait aussi un effet dissuasif pour les candidats à l'exil ayant peu de chances d'obtenir une protection internationale. Le gouvernement grec affirme que les arrivées irrégulières ont diminué de 21% en 2025 par rapport à 2024, soit environ 13 000 personnes. Et pendant ce temps, aux États-Unis, le Conseil de paix de Donald Trump se réunit ce jeudi à Washington pour une session inaugurale. Conçue à l'origine pour la reconstruction de la bande de Gaza, ce conseil ambitionne désormais de résoudre les conflits armés dans le monde. Les représentants de 32 pays, sans compter les États-Unis, devraient participer à cette session, dont 5 en tant qu'observateurs. En marge de cette session à Washington, la Russie entreprend des exercices militaires conjoints avec l'Iran. La marine russe a publié mercredi une vidéo montrant l'un de ses navires de guerre accostant dans un port iranien avant ces exercices. Mardi, l'Iran a annoncé la fermeture temporaire d'une partie du droit d'Ormuz, l'une des voies maritimes les plus importantes au monde, afin de mener des exercices militaires et des essais de missiles. Cette fermeture est perçue comme un signal envoyé par l'Iran pour avertir le monde des répercussions potentielles sur l'économie mondiale si les États-Unis mettaient à exécution leurs menaces d'attaque. Pas de menace d'attaque en Corée du Sud, mais l'ex-président Yoon Suk-yeol a été condamné ce jeudi à la prison à vie par le tribunal central du district de Séoul. Il est reconnu coupable d'avoir dirigé une insurrection en imposant brièvement la loi martiale et en envoyant l'armée au Parlement en décembre 2024. L'ex-dirigeant conservateur a donc échappé à la peine capitale qui avait été requise par le parquet, même si aucune exécution n'a eu lieu en Corée du Sud depuis 1997. Terminons ce tour d'horizon par l'Inde qui abrite depuis hier un sommet mondial sur l'intelligence artificielle. Le secrétaire général de l'ONU a pris la parole ce jeudi pour mettre en garde les
des dirigeants des géants technologiques contre les risques liés à l'intelligence artificielle. Antonio Guterres affirme que l'avenir de l'IA ne peut être laissé, selon ses propres termes, aux caprices de quelques milliardaires. Devant les chefs d'État et des patrons du secteur, le chef de l'ONU a appelé les maniants de la tech à soutenir un fonds mondial de 3 milliards de dollars visant à garantir un accès ouvert à l'intelligence artificielle pour tous. À 13h15 à Bamako, on revient à Bamako, où l'hôpital Bokar Sidi Sall de Kati évalue ses performances et identifie les défis à relever pour les années à venir. En 2025, l'établissement hospitalier a accueilli plus de 50 000 patients et a bénéficié d'installations solaires pour faire face à la crise énergétique. Et oui, pour consolider les acquis, l'hôpital se dote d'un budget de plus de 3 milliards de francs CFA. La révélation est faite à la faveur de la 54e session du conseil d'administration de la structure suivie par Kumba Sissé. Les examens d'imagerie médicale, d'IRM et ceux de laboratoire, les interventions chirurgicales en traumatologie et autres, ces différentes prestations du CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati ont été réalisées à hauteur de souhait. Cette 54e session du conseil d'administration de la structure est une fois encore l'occasion pour les administrateurs de partager ces acquis, d'analyser et de valider les documents qui leur sont soumis. Professeur Laï Touré, directeur général du CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati. Durant 2025, nous avons reçu environ 54 000 patients dans notre établissement hospitalier. Parmi ces 54 000 patients, il y a environ 10 000 qui ont subi une intervention chirurgicale. Il faut noter aussi qu'en 2025, il y a eu des grands événements qui sont passés au CHU de Kati, notamment la journée porte ouverte. Nous avons reçu aussi des panneaux solaires qui ont permis l'électrification de certains services tels que les urgences, la réanimation, le bloc opératoire et la morgue. Certes, tout n'est pas rose. Le CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati rencontre aussi quelques difficultés comme l'insuffisance du personnel et la vétusté de certains bâtiments. Abdoul Wahab Djakité, président du conseil d'administration du CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati. Quant au budget prévisionnel de 2026, il est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 3 milliards 607 338 643 francs CFA, soit une augmentation de 1 milliard 25 321 450 francs, correspondant à 28% par rapport à la prévision initiale de l'an 2025. Pour l'amélioration des prestations du CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati, cette année, la direction compte améliorer la formation continue des agents, renforcer le nombre du personnel, réhabiliter certains bâtiments, poursuivre la maintenance des équipements reçus et créer une station d'épuration d'eau. Comme l'hôpital de Kati, l'Office de la Haute-Vallée du Niger adopte également un nouveau budget qui se chiffre à plus de 5 milliards de francs CFA. Il doit servir à mettre en œuvre certaines activités prioritaires dont le renforcement des capacités des agents. Oui, ce budget a été examiné et validé au cours de la 34e session du conseil d'administration de l'Office. Une session qui se tient après une campagne agricole jugée difficile, nous dit Mamadou Fane. La campagne agricole de la saison écoulée a été difficile dans la zone office de la Haute-Vallée du Niger OHVN. Malgré ces difficultés, quelques résultats ont été obtenus. La 34e session du conseil d'administration de l'OHVN est donc l'occasion de faire le point des réalisations en matière d'objectifs de production. Ainsi, la production du céréal a atteint 82% par rapport aux prévisions, 70% pour le coton, 79% pour les légumineuses, entre autres, et plus de 6 000 tonnes d'intrants agricoles mises à la disposition des paysans. Jean Boiré, directeur général de l'OHVN. Le premier élément de la production de l'agriculture, c'est la pluviométrie. Les pluies se sont installées tardivement et au cours de la campagne, avant que certaines variétés ne bouclent leur cycle, les pluies se sont arrêtées. Les mouvements étaient beaucoup limités. Le fait que les agents devraient se déplacer pour aller conseiller les producteurs, pour aller voir les champs et donner des intrants, c'est ce qui a fait que ça aussi, ça a pris du retard. Donc les doses et les périodes d'apport
de ces fertilisants n'ont pas pu être respectés. Déjà, on a commencé à mettre les intrants en place. Cette 34e session du conseil d'administration de l'EHVN donnera quitus à l'office de poursuivre les aménagements hydro-agricoles, la réhabilitation et la mise à niveau des infrastructures hydro-agricoles, la promotion et l'adoption de la technologie climato-intelligente. Dans l'actu des sports en Europe, les matchs de barrage allés de la Ligue des Champions ont pris fin hier. Nous sommes en football et nous y restons pour parler de la 10e journée du championnat national de Ligue 1 en retard. Dans le cadre de cette 10e journée, l'USFAS joue cet après-midi contre le stade malien de Bamako au stade Mamadou Konaté. La leçon du sport de ce jeudi porte sur les arbitres de basketball. Plus de détails dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Abdul Karim Kaba. La Fédération malienne de football harmonise son calendrier en jouant certains matchs en retard de la 10e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle. Ainsi, le Binga FC a perdu devant le Djoliba AC au stade Mamadou Konaté 0 but contre 1. Cet après-midi, toujours au stade Mamadou Konaté, l'USFAS sera face au stade malien de Bamako. Après ces matchs de la 10e journée en retard du championnat national avec le stade malien de Bamako et le Djoliba AC, il restera encore 3 autres rencontres en retard. Au classement provisoire, après 13 journées disputées, le Binga FC est en tête avec 24 points. Les équipes en mauvaise posture sont le FC Malikroa, 13e avec 9 points et l'US Bougouni, 14e avec 8 points. En Europe, les matchs de barrage de la Ligue des Champions se sont poursuivis hier. La deuxième journée des matchs de barrage allés pour le 8e de finale a donné les résultats suivants. Le club azerbaïdjanais Karabakh FK a été étrié par Newcastle. Score final 6 buts à 1. Olympiakos a perdu 0-2 face à Bayer Leverkusen. Les Norvégiens de Bodo Glimt l'emportent 3 buts à 1 devant Inter Milan. Le club Bruges et l'Atlético Madrid ont fait match nul, 3 buts partout. Les matchs retour se joueront la semaine prochaine. Ces rencontres détermineront les qualifiés pour les 8e de finale. À présent, la leçon du sport du jour. La leçon du sport de ce jeudi porte sur les arbitres de basketball. Ils sont très souvent au nombre de 3 pour diriger une rencontre. Comment les rôles sont répartis? Isaac Tchenou nous en parle dans sa leçon du sport du jour. Au basketball, il est courant de voir que 3 arbitres officient une rencontre. L'arbitrage à 3 est la norme à haut niveau pour couvrir le terrain de manière optimale. Il se compose d'un arbitre principal et 2 arbitres en position 1 et 2, chacun ayant des rôles définis pour surveiller le ballon dans les zones faibles. Youssouf Maïga, arbitre international de basketball. Les 3 arbitres ont pratiquement le même rôle sur le terrain. Mais le premier arbitre a pratiquement tout le devoir de veiller à la bonne marche de la rencontre. C'est lui le premier responsable de la rencontre. Le commissaire est là, mais c'est lui qui peut mettre fin à la partie, c'est lui qui peut faire arrêter la rencontre. Donc le premier arbitre, lui, il a plus de rôle que les 2 autres arbitres. Mais sur le terrain, chacun a son rôle à jouer sur le terrain. L'arbitre principal dirige l'équipe et prend les décisions finales si nécessaire, et se positionne généralement du côté fort. C'est lui qui donne le coup d'envoi de la rencontre. Le premier arbitre est le responsable administratif de la rencontre. Donc la feuille de marque, c'est lui qui doit toujours vérifier la feuille de marque s'il y a la bonne conformité. Ensuite, s'il n'y a pas d'erreur sur la feuille de marque, c'est lui qui doit comptabiliser les points à la fin de la rencontre et voir si les marqueurs ne se sont pas trompés par rapport aux points des cartons, des différents cartons. Les 3 arbitres signent la feuille de marque, mais c'est lui le premier responsable de la feuille de marque. Donc c'est lui qui doit signer en dernier lieu qui mettra fin à la rencontre. Les arbitres ont de nombreuses responsabilités associées directement à la possession du ballon pendant le match. Les différentes zones sont bien quadrillées par les 3 arbitres. Youssouf Maïga. Sur le terrain, il y a des zones. Dans les 6 zones, chaque arbitre doit intervenir dans la zone la plus proche de lui. Pratiquement là où il y a le ballon, 2 arbitres doivent couvrir le ballon de ce côté. Donc quand le ballon est d'un côté, il doit y avoir 2 arbitres sur ce même côté. Donc c'est ce qui fait que 2 arbitres doivent toujours couvrir le ballon. Dans le basketball, tout comme les autres sports, les arbitres contribuent à assurer la sécurité des joueurs, du personnel et des spectateurs pendant un match. Chronique judiciaire. 13h passées de 24 minutes. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, allons à la découverte de la Direction générale des marchés publics et des délégations de services publics. Elle élabore, encadre et contrôle la réglementation des marchés publics. Oui, la structure veille aussi au respect des procédures et à la transparence dans l'attribution des contrats de l'État et des collectivités. Plus de précisions avec Garibou Pérou.
Issu de la transposition des directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les marchés publics sont aujourd'hui encadrés par un code aligné sur les meilleures pratiques internationales. Ces cadres normatifs appliqués avec exigence garantissent la régularité des procédures et la conformité aux standards reconnus en matière de gouvernance. Soibou Mariko, directeur général des marchés publics et des délégations des services publics. La direction générale des marchés publics et des délégations des services publics est un service central du ministère de l'économie et des finances. La mission essentielle, c'est la revue a priori des procédures de passation et d'exécution des marchés publics. Plus précisément, la direction des marchés publics valide des plans de passation des marchés, valide les dossiers d'appel d'offres, donne des dérogations aux autorités contractantes à leur demande, fait le suivi des marchés et la réception. Nous participons également à la formation des acteurs de la commande publique et à l'élaboration des textes. Et tout cela s'est fait à travers un code des marchés publics qui est un décret de 2015 issu de la transposition des directives de l'UEMOA. Adapté aux réalités et aux besoins actuels, ce code repose sur des principes fondamentaux, transparence, équité, libre concurrence. Il constitue un rempart contre les pratiques frauduleuses et affirme une volonté de prévenir toute forme de corruption dans la gestion des deniers publics. Les dossiers sont soumis à la direction des marchés publics qui regarde leur conformité avec le code des marchés. Et le code des marchés a édité quand même des mesures de transparence et d'égalité de traitement entre les candidats. En faisant en sorte que les principes qui gouvernent l'égalité de traitement, la transparence des procédures, tout ce qui vont avec, puissent être respectés. Dès que ces processus sont respectés, les publications sont faites correctement. Dans cette dynamique d'efficacité et de modernisation, la Direction générale des marchés publics a franchi un cap décisif. Elle a développé une application de dématérialisation des procédures, un outil innovant qui simplifie les démarches, renforce la traçabilité et réduit les délais de traitement. Cette digitalisation marque une étape majeure vers une administration plus performante et plus accessible. L'outil utilisé au niveau de la direction des marchés publics et des délégations de services, ça s'appelle Système intégré de gestion des marchés publics, SIGMAP. C'est cette application que nous utilisons, mais c'est un processus qui se fait en deux phases. La première phase, d'abord, il s'agit de connecter les services de l'administration entre eux. Et la seconde phase consistera maintenant à mettre la plateforme en place qui permet de faire les soumissions dans les appels d'offres à travers le système. Mais pour le moment, c'est la première phase qui est en cours, la connexion entre les différents services publics de l'État pour que les échanges entre les services publics puissent se faire de façon électronique. Mais dès que cette phase va être maîtrisée, maintenant on passera à la seconde phase. Conformément aux idées reçues, la Direction générale des marchés publics n'est pas un organe de répression. Sa mission première est d'encadrer, de conseiller et de veiller à la conformité des procédures. Les entreprises défaillantes sont quand même sanctionnées. D'abord, si c'est en cours de marché, soit vous êtes en retard, vous avez des pénalités de l'État qui sont prévues par les textes, ou vous êtes défaillant, vous pouvez conduire jusqu'à la résiliation du marché. Mais si c'est des fautes qui ont été commises, maintenant, l'autorité de régulation peut statuer là-dessus et prononcer des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion de l'entreprise dans les soumissions au marché public pendant des durées bien définies par la réglementation. Le marché public constitue quand même le cœur de l'action publique. Quand je prends en 2024, on n'a pas clôturé encore 2025. Quand même, c'est 6 000 et quelques marchés passés. Quand même, c'est beaucoup de ressources. L'essentiel du budget, le fonctionnement, l'investissement, fait l'objet d'un marché. Et dès qu'il n'y a pas de procédure de passation de marché, il n'y a pas d'acquisition au niveau de l'État. Nous n'attribuons pas de marché. Nous, c'est juste comme un arbitre dans le cadre du processus. À l'image d'un arbitre dans une compétition, la Direction générale des marchés publics veille au respect des règles tout au long du processus. De la passation à l'exécution des marchés et des délégations des services publics, son action s'inscrit dans une ambition plus large, promouvoir la bonne gouvernance, contribuer à la réduction de la pauvreté et soutenir un développement durable et inclusif. 13h28 à Sirakorola et à Banamba dans la région de Koulikoro. Ainsi va l'actualité en ce jeudi 19 février 2026. Cette tranche d'information vous a été servie par Alimata Ouattara à la mise en onde, Badi Touré et Mamtou Dante assurent la mise en ligne. Retrouvez juste après nous Astan Tangara pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 20h30. C'était au micro Fatou Djabi. Et Brahma Traoré, plaisir était pour nous de vous servir. On se dit à très vite sur Radio Mali, mais d'ici là, prenez soin de vous, car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous.